Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde à la une de l'actualité internationale. L'Argentine fait face à une inflation record, une situation qui suscite la colère de la population. Hier, ils étaient plusieurs milliers à manifester dans les rues de Buenos Aires pour réclamer des mesures sociales d'urgence. La lutte contre le sida est freinée par les crises mondiales. Le coronavirus a perturbé la prévention et l'accès au traitement, alors que la guerre en Ukraine et la crise économique entraînent une baisse des moyens. En Tunisie, dynamiser le tourisme au sein de la Médina dans la capitale, c'est l'objectif des commerçants et des professionnels de la culture. Depuis la récente réouverture de la frontière avec l'Algérie, 1 million de touristes algériens sont attendus cet été, une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays durement touchée par la crise sanitaire. En Argentine, les prix ont donc augmenté de plus de 60% en un an. Face au mécontentement de la population, le gouvernement a réagi en nommant un super ministre de l'économie. Mais il n'est pas certain que cela suffise à apaiser la population. Elsa Assalit. Il demande l'instauration d'un revenu universel. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Buenos Aires pour demander des mesures immédiates pour le pouvoir d'achat. Avec une hausse des prix de plus de 60% en un an, l'Argentine a l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde. La pauvreté a pris le contrôle du pays. Il faut que quelqu'un mette un terme à l'inflation. Il n'est pas acceptable que les industriels de l'agroalimentaire prennent la population en otage et que les prix continuent d'augmenter sans arrêt. Nous avons besoin d'une attitude différente de la part du gouvernement. Dans le pays de 45 millions d'habitants, la pauvreté touche 37% de la population. Une crise économique et sociale aggravée par la discipline budgétaire imposée par le Fonds monétaire international. Ce jeudi, après des mois de manifestations, le président tente une restructuration de son gouvernement. Le président Alberto Fernandez a décidé de réorganiser les départements économiques de son cabinet. Les ministères de l'économie, du développement productif et de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche seront unifiés. À la tête de ce super ministère, Sergio Massa, jusqu'ici président de la Chambre des députés, un choix qui est loin de convaincre les manifestants. Ils voudraient nous faire croire que s'ils mettent Sergio Massa, tout change. Non, Massa est l'ami de tous les groupes d'entreprises et ils veulent des bénéfices absolus, plus que ce qu'ils gagnent, ce qui est déjà fou. Selon la Banque centrale d'Argentine, l'inflation pourrait encore grimper pour atteindre 76% à la fin de l'année. En bref, l'ombre d'une récession plane sur l'économie américaine. Son PIB s'est contracté pour le deuxième trimestre d'affilée de près d'1%. La Maison-Blanche cherche à rassurer avant les élections de mi-mandat. Le président américain met en avant un marché de l'emploi et des investissements d'entreprises records. En Ukraine, on dénombre 5 morts et 7 blessés dans le bombardement d'un arrêt de bus dans la région de Mykolaïv, dans le sud du pays. La veille, ce sont des infrastructures militaires et civiles qui ont été touchées dans de très nombreuses régions par des frappes russes. Le bilan fait état d'au moins 8 morts et une trentaine de blessés. De son côté, l'armée russe accuse l'Ukraine d'avoir bombardé un camp de prisonniers ukrainiens dans une prison du Donbass, faisant 40 morts. Et c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, les questions liées à l'approvisionnement d'énergie et de pétrole. Pour tenter de trouver des solutions, Emmanuel Macron a reçu hier soir le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, pour un dîner de travail à l'Élysée. Les deux hommes se sont longuement serré la main. Une rencontre qui suscite la polémique, car Mohammed Ben Salman n'était pas le bienvenu en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Mais avec le conflit ukrainien, les priorités semblent avoir changé. Julien Bigard. La France s'est éloignée de la Russie de Vladimir Poutine. Alors Emmanuel Macron se rapproche d'autres fournisseurs de pétrole. Mohammed Ben Salman, accusé par les États-Unis d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste. Cette invitation s'explique-t-elle par une dépendance à son pétrole? L'Arabie Saoudite pèse lourd dans l'or noir, deuxième producteur au monde derrière les États-Unis et devant la Russie. La France a importé 2 600 000 tonnes de pétrole saoudien l'an dernier, soit 7,7% de notre consommation. C'est surtout un des seuls pays qui a ce qu'on appelle de la capacité résiduelle inemployée, c'est-à-dire qui peut, du jour au lendemain, produire plus si le marché le demande ou si la volonté de la famille régnante le demande. Est-ce là l'objectif de cette invitation à l'Élysée? La France espère bien convaincre les pays du Moyen-Orient d'augmenter leur production de pétrole. En témoigne cet échange surprenant entre le président français et le président américain Joe Biden il y a quelques semaines. Regardez,
Emmanuel Macron l'interrompt. Et lui rapporte une conversation qu'il vient d'avoir avec le chef d'État des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite produit 10 millions de barils par jour. L'Élysée pousse pour atteindre les 13 millions rapidement. Cela compenserait en partie le pétrole russe et ferait baisser les prix à la pompe en France. Mais quelle est la contrepartie espérée par l'Arabie saoudite ? Mohamed Ben Salman est accusé d'avoir commandité l'assassinat de ce journaliste, Jamal Khashoggi, il y a 4 ans. Le prince héritier était donc rejeté par la communauté internationale. Il y a de la part de Mohamed Ben Salman un double intérêt dans cette visite. D'une part, redorer son image et également, par ailleurs, se présenter comme un sauveur dans le contexte de la crise énergétique actuelle. Avant la France, Mohamed Ben Salman avait rencontré les dirigeants américains et grecs, sans faire de promesses sur la production de pétrole. Après le débat télévisé, place au débat face aux militants. Au Royaume-Uni, les candidats à la succession de Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak ont mené hier soir le premier débat d'une série de 12 à travers le pays pour convaincre les adhérents du Parti conservateur. Ils doivent les départager d'ici au 5 septembre, mais certains hésitent à aller voter, mécontents du choix des finalistes. Aux États-Unis, des inondations dévastatrices ont fait au moins 8 morts dans le Kentucky. Des pluies torrentielles ont ravagé des quartiers entiers. Le gouverneur, qui a déclaré l'état d'urgence dans les zones sinistrées, s'attend à ce que le bilan s'alourdisse. Le pape François poursuit sa visite au Canada. Il se rend aujourd'hui en Arctique à la rencontre des Inuits, des autochtones qui attendent à leur tour des excuses pour les abus commis par des membres de l'Église dans les pensionnats où des enfants étaient enrôlés de force. Mais pour certains, cette demande de pardon ne suffit pas. Guillaume Etalard. Dans le territoire arctique du Nunavut, les membres de la communauté inuite attendent beaucoup de la visite du pape François. Au cours de son voyage au Canada, le souverain pontife a présenté plusieurs fois ses excuses pour tout le mal commis par certains membres de l'Église, notamment aux enfants enrôlés de force dans les pensionnats autochtones. À Iqaluit, certains Inuits se disent apaisés par ces paroles. Je suis très soulagée par ce qui s'est passé, par le fait qu'il s'est excusé auprès de nous. Et c'est aussi un mélange d'émotions. Je me sens heureuse et j'espère vraiment qu'il était sincère. Des excuses devant le monde entier, cela signifie beaucoup pour nous, vraiment. D'autres estiment que ces excuses ne suffisent pas. Les excuses n'étaient pas complètes. Elles n'ont pas pris en compte les abus sexuels. Ils devraient en faire plus, comme mettre en place des thérapies, des centres de soins de la santé mentale. Ils devraient financer des programmes aussi. Lors de cette dernière étape de son voyage au Canada, le pape François doit rencontrer d'anciens pensionnaires autochtones de ces écoles. L'ONU tire la sonnette d'alarme dans la lutte contre le virus du sida. Les ressources pour y parvenir à l'échelle mondiale s'épuisent. Un sous-financement qui devrait être au cœur des discussions à la conférence internationale sur le sida qui débute ce vendredi à Montréal. Christina Moleova. Derrière ces barreaux, un centre de dépistage du sida, l'un des seuls de Caracas. Chaque jour, ils sont des dizaines de séropositifs à attendre une consultation pour obtenir des traitements qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs, car plus aucune officine ne peut s'approvisionner en médicaments. L'État vénézuélien n'achète plus de traitements depuis 2016. En 2018, nous avons eu une énorme pénurie de médicaments, une pénurie de près de 100%, qui a coûté la vie à de nombreux Vénézuéliens vivant avec le VIH. Au Venezuela, plus de 2000 personnes sont mortes du sida en 2021. Le pays est déjà très en retard dans la lutte contre la maladie. La pandémie de Covid-19 a encore empiré cette situation. Ici, comme le reste de l'Amérique latine, du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est, des infections progressent depuis 2020. Une tendance alarmante documentée dans le dernier rapport de l'ONU-SIDA. Celui-ci révèle des ralentissements conséquents dans la lutte mondiale contre le virus. En 2021, le nombre de nouvelles infections au VIH dans le monde a pourtant baissé de 3,6%. 1,47 million de personnes positives ont eu accès à un traitement. Un bilan à première vue meilleur que celui de l'année précédente, mais insuffisant comparé aux objectifs de ces 15 dernières années.
La faute à la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l'accès aux traitements, mais pas seulement. L'invasion russe de l'Ukraine et la crise économique pourraient aussi baisser drastiquement les moyens alloués à la lutte contre la maladie et renforcer les inégalités d'accès aux soins. En Tunisie, dynamiser le tourisme dans la capitale, c'est l'objectif des commerçants et des professionnels de la culture. L'économie du pays a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Toutes les initiatives sont donc les bienvenues. Oumi Diallo. Des ateliers d'artisanat traditionnels comme celui-ci, la Médina de Tunis en regorge. C'est au coucher du soleil, à l'abri du regard des touristes, que ce quartier mythique s'éveille. Mais rares sont ceux qui osent s'y aventurer. Un de nos rêves, si Dieu le veut, est que la Médina s'épanouisse davantage, de façon à ce que les gens aient envie de revenir le soir et le week-end. Délaissée et victime d'une mauvaise réputation, en dehors des journées de semaine, la Médina est peu fréquentée par les Tunisois et les touristes. Les visiteurs se limitent bien souvent aux deux rues principales, la rue Djema et Zitouna et la rue de la Casbah. Pour certains habitants, la responsabilité incombe aux politiques. Il faut vraiment revenir à l'ouverture samedi et dimanche. Ce sont les jours où le public est disponible. Ceci d'une part. D'autre part, ne l'oublions pas, dans la Médina, il y a 3 ou 4 musées fermés. Le musée de Tolbet El Bey, dont on nous promet la réouverture régulièrement, et rien ne se fait. La Médina de Tunis est considérée comme l'une des plus belles du monde arabe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Ces premières bâtisses ont poussé autour de la grande mosquée de la Zitouna à partir du 9e siècle. Bijoutiers, tanneurs, épiciers ou encore parfumeurs y côtoient désormais de nombreux événements culturels lancés par la société civile. Et sur le plan économique aussi, les citoyens s'organisent. Laïla Bengassem a créé Mdinti, Ma Médina en français, un groupement de start-up implanté au cœur de la vieille ville. Nous sommes des micro-entreprises qui croient énormément au potentiel de créer un nouveau dynamique culturelle. Et c'est là où on s'est réunis autour d'un seul cadre légal qu'on a nommé Mdinti pour essayer d'être un lobby économique. Le Médina a beaucoup besoin de revitalisation urbaine. Donc il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de bâtiments historiques abandonnés. Prolonger les nuits du Ramadan, organiser des soirées cinéma sur les toits ou des chasses au trésor nocturnes, les idées ne manquent pas pour attirer un public plus jeune et plus branché dans les ruelles de la Médina où bat le cœur de Tunis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.